Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Qu'est-ce que la prospective du présent? 1 à 1 Ce qu'elle n'est pas. Qui dit prospective pense aussitôt à des scénarios, élaborés par des experts ou autres futurologues pour éclairer la décision des décideurs, dirigeants de grandes entreprises ou gouvernants. Soit la prospective effectivement pratiquée dans les grandes entreprises et les administrations publiques depuis au moins les années 1960 à 70, à partir d'extrapolations de tendances. C'est précisément ce que la prospective du présent n'est pas. Si elle concerne les décideurs, chefs d'entreprise et gouvernants, elle ne conçoit pas de maintenir à l'écart les autres acteurs concernés par un enjeu donné, usagers, consommateurs, animateurs d'associations, praticiens. La prospective du présent n'est pas une prospective du prince mais une prospective des sujets collectifs. À rebours des discours fatalistes ou déclinologiques, elle opte pour un optimisme méthodologique. Elle fait l'hypothèse que, face aux défis qui se présentent à elle, les sociétés font preuve d'une grande inventivité. Considérant que l'avenir reste encore ce qu'on voudra bien en faire, elle ne cherche pas à le prédire, ni à dégager des futurs possibles, mais à élaborer des futurs souhaitables, c'est-à-dire voulus collectivement et non simplement subis sous prétexte qu'ils seraient inéluctables. Ce faisant, la prospective du présent rompt moins qu'elle renoue avec la conception de la prospective de celui qui en est considéré comme le père fondateur en France, Gaston Berger. Demain, écrivait ce dernier, ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Les futurs souhaitables ne sont pas définis par les seuls experts. Ils sont co-construits tout comme le diagnostic partagé sur lequel ils s'appuient, en croisant points de vue théoriques et expériences concrètes. À travers cette démarche, la prospective du présent ne prétend ni n'entend d'ailleurs parvenir à un consensus ou à un dénominateur commun des intérêts particuliers en présence. Plutôt que le consensus, elle privilégie le dissensus en tant qu'il permet une confrontation des points de vue à même de faire évoluer les acteurs vers une vision commune. Si la prospective du présent se préoccupe du futur, elle n'emporte pas moins d'abord son regard sur le présent, d'où son nom, en faisant l'hypothèse que demain est déjà là, à travers des expériences et initiatives qu'on peine à percevoir faute de chausser de bonnes lunettes. Elle s'appuie sur des repères prospectifs, autrement dit des tendances de fond, établies à partir des données statistiques disponibles et d'analyses de chercheurs, mais en s'efforçant d'être aussi à l'écoute de signaux faibles annonciateurs de changements profonds sur lesquels l'action collective peut s'appuyer pour élaborer le diagnostic partagé et un futur souhaitable. La prospective n'est pas une discipline mais une méthode pragmatique destinée à aider l'action collective. Elle n'en a pas moins une portée heuristique, en confrontant points de vue théoriques et témoignages, savoirs savants, ceux des experts, et savoirs profanes, ceux des usagers, consommateurs, praticiens, etc., soit des savoirs fondés sur une expertise d'usage, elle concourt à l'élaboration de nouvelles catégories de pensée. Elle ne cherche pas à simplifier la lecture du monde, mais s'inscrit dans un mode de pensée qui prend la mesure de la complexité des choses, en s'efforçant de dépasser les visions binaires qui prévalent encore souvent dans les débats publics, entre l'ancien et le nouveau, le juste et le faux, le progrès ou la récession, le mondial et le local, le public et le privé, et qui par contre-coup, favorisent la pensée unique, appauvrissent le présent, stérilisent le possible, éditeur Gon. La prospective ne prétend pas apporter des solutions toutes faites ni des réponses définitives. Elle vise à l'opposé à formuler de bonnes questions pour ouvrir le champ des possibles, car le symptôme d'un problème mal posé est de ne pas avoir de solution ou une solution technocratique qui trouve très rapidement ses limites. Éditeur Gon. Enfin, la prospective du présent n'est pas une utopie au sens où elle serait une approche abstraite sans application concrète. Elle a déjà trouvé plusieurs champs d'application notamment au sein d'une grande entreprise de services publics, la RATP, ou aujourd'hui, la Poste, dans le cadre de la démarche Poste 2020 destinée à définir la Poste de demain. C'est au sein de la mission prospective de l'opérateur de transport public parisien qu'elle a d'ailleurs pris forme à partir des années 1990 sous la houlette d'éditeur Gon, en réponse aux problèmes rencontrés par l'opérateur sur certains des territoires qu'il traverse et au-delà, au constat d'une crise de la décision publique que Jean-Paul Bailly, alors PDG de la RATP, exposait en ces termes en 1999. La décision publique est en crise, en panne. Même, au dire de certains, le débat public lacunaire.
Il s'agit d'une crise d'efficacité et d'adaptation entraînant un double désajustement. Désajustement face à un monde caractérisé par une métamorphose du système d'acteurs, où se disjoignent, sous l'effet conjugué de la mondialisation et de la décentralisation, décisions d'ordre économique et décisions de nature politique ou sociale, désajustement face au surgissement d'un nouveau contexte sociétal où la société civile a pris le large par rapport à l'État, et où les régulations spontanées ont joué plus rapidement que les régulations instituées. Or, malgré ces acquis, force est cependant de constater les réticences dont la prospective du présent continue à faire l'objet de la part des institutions et des autres approches de la prospective. Elle ne peut, il est vrai, procéder à son travail critique que s'il y a une institution pour la soutenir. Dans le cas contraire, elle ne peut que très difficilement trouver les conditions de son exercice, dit Ergon. 1 à 2 La prospective du présent, où et comment? La prospective du présent est indissociable d'un lieu, un château du XVIIe siècle, en plein cœur du Cotentin, Normandie, qui abrite le Centre culturel international de Cerisy. Créé en 1952, ce centre perpétue les rencontres conçues à l'origine à Pontigny, Yonne, par Paul Desjardins. Les Décades de Pontigny, des rencontres intellectuelles qui avaient vocation à renouveler les savoirs pour œuvrer à la paix. Depuis 1999, des colloques y sont annuellement consacrés à la prospective du présent. À l'origine, seul un cycle de 3 colloques, intitulé Prospective d'un siècle à l'autre, de 1999 à 2001, avait été prévu, dans la perspective du passage à l'an 2000. Ces 3 premiers colloques ont porté successivement sur les pouvoirs dans l'optique d'une gouvernance démocratique, 1999, sur l'intelligence collective et les rôles respectifs de l'expertise et du débat public, 2000, enfin sur les nouveaux modes de production et de partage des connaissances, 2001. Finalement, le principe de ces colloques a été reconduit les années suivantes. De 2002 à 2004, ils ont porté successivement sur les nouvelles formes d'engagement collectif dans lesquelles des personnes s'affirment comme des sujets de la société, 2002, sur une prospective des peuples dans le contexte de mondialisation, 2003, et sur un état des lieux des enjeux autour de la nuit, 2004. Le présent ouvrage s'appuie très largement sur la 7e édition qui s'est déroulée en juin 2005, autour des conditions de possibilité d'un développement durable partagé entre territoires et entreprises. Depuis lors, un autre colloque s'est tenu en juin 2006 sur l'économie de services, également dans une perspective de développement durable. L'ensemble de ces colloques participe d'un processus de co-construction, le thème de chaque colloque ayant été le plus souvent choisi pour approfondir une thématique ayant émergé au cours du précédent colloque. En plus de cette fréquence inhabituelle, ces colloques ont pour caractéristique de se dérouler sur plusieurs jours. Ils favorisent ainsi le temps de la discussion comme le souhaitait Paul Desjardins. Le mot colloque est trompeur dans la mesure où il évoque une réunion d'universitaires ou d'intellectuels. En fait, les colloques de prospective du présent s'appuient sur des interventions de chercheurs et des témoignages d'hommes et de femmes de terrain. Les interventions sont organisées autour de séances plénières et d'ateliers qui permettent de confronter les points de vue de chercheurs avec ceux d'acteurs de terrain tandis que le cadre, le château et son parc, permettent aux participants des échanges plus informels. L'ensemble favorise un enrichissement mutuel, en évitant les discours convenus. Il reste que les colloques de prospective du présent pâtissent, tout comme les autres colloques de Cerisy, de la frénésie qui caractérise désormais l'emploi du temps de tout chercheur, intellectuel, cadre d'entreprise ou élu. D'où l'idée d'un Cerisy hors les murs destiné à permettre d'aller à la rencontre d'autres publics, et de prolonger avec eux les démarches de prospective du présent. Evolution somme toute naturelle au vu de la vocation de cette prospective à ne pas se restreindre à un public d'initiés. 1 à 3 Les mots-clés de la prospective du présent. Une autre manière de définir la prospective du présent est de le faire à travers les notions clés et concepts évoqués ci-avant: signaux faibles, repères prospectifs, optimisme méthodologique, futur souhaitable. Sa construction, elle concerne aussi bien le diagnostic d'une situation que l'élaboration de futurs souhaitables et repose sur des dispositifs relevant de la démocratie participative. Cette caractéristique est centrale,
C'est ce qui la différencie des approches classiques de la prospective où le diagnostic comme les futurs possibles sont élaborés par des experts sans implication des acteurs concernés. Complexité. La prospective du présent récuse la vision binaire qui sous-tend la représentation du monde ou d'un enjeu. Dans un monde marqué du sceau de l'incertitude, elle accompagne une démarche d'apprentissage de la complexité en invitant à dépasser les couples d'opposition du type ancien, nouveau, local, mondial, etc., qui organisent généralement les débats publics. Optimisme méthodologique. La prospective du présent entend prendre le contre-pied des discours fatalistes. Sans escamoter le bien-fondé de préoccupations concernant des enjeux de société actuels ou les évolutions du monde contemporain, elle s'attache à mettre en évidence la capacité d'initiative des sociétés et des sujets collectifs à évoluer. À l'idée de futur inéluctable, elle oppose la possibilité de co-construire des futurs souhaitables à partir de diagnostics partagés entre les acteurs concernés. Le mot crise fait bien partie du vocable de la prospective du présent, mais il est à entendre en ce sens médical, un moment de mutation et non de déclin. Repères prospectifs, ce sont les grandes tendances démographiques, sociales, économiques, politiques, culturelles, établies à partir des données statistiques ou d'analyses de chercheurs. Savoir savant, savoir profane. Par savoir savant, il faut entendre ceux des experts et des chercheurs, par savoir profane ceux produits à partir d'une expertise d'usage, par l'usager, le consommateur, et plus généralement le commun des mortels à travers son expérience professionnelle ou une épreuve vécue, une maladie et son traitement par lesquels un patient finit par acquérir une connaissance de la pathologie et une capacité de diagnostic. Les premiers savoirs sont naturellement indispensables à une démarche de co-construction de futurs souhaitables. Mais ils ne sauraient être exclusifs et passer sous silence les seconds. Signaux faibles. Par là, la prospective du présent désigne les initiatives et expériences qui témoignent de l'inventivité et de la capacité de changement des sociétés et des sujets collectifs. Faible ne signifie pas nécessairement que ces initiatives sont microscopiques, il en existe aussi d'importants. Seulement on ne les perçoit pas faute de disposer des bonnes lunettes, ou catégories et modes de pensée, pour les apprécier à leur juste valeur. Territoire, pragmatique, la prospective du présent procède à partir de situations concrètes. D'où l'importance accordée à la dimension territoriale, laquelle peut être appréhendée à différentes échelles, aussi bien locales que nationales ou supranationales. Autrement dit, l'intérêt de la prospective du présent pour l'approche territoriale ne signifie pas une restriction de son champ d'analyse au seul niveau local. Partie 2. Une approche originale du DEVELOPPEMENT durable. Originale, l'approche du développement durable par la prospective du présent l'est à un triple titre. D'abord, par le parti pris de prendre a priori cette notion au sérieux. Pour autant, et c'est son autre originalité, la prospective du présent ne manque pas de formuler des questionnements critiques, au point d'esquisser un développement désirable ou de confronter le développement durable à des alternatives comme la décroissance durable. Enfin, originale, l'approche de la prospective du présent l'est du fait de l'angle spatial ou territorial qu'elle privilégie pour examiner les conditions de possibilité d'un développement durable partagé entre les entreprises et les territoires. Avant d'exposer plus en détail ces trois aspects, il importe de souligner les affinités qu'entretiennent cette prospective du présent et le développement durable, de sorte que l'intérêt de la première pour le second se révèle être tout sauf fortuit. 2-1 Les affinités entre développement durable et prospective du présent. Dans sa conception la plus courante, le développement durable est défini en termes de piliers. La croissance, pilier économique, considéré comme le moteur indispensable du développement, l'équité entre les individus, pilier social, considéré comme la finalité de ce développement, enfin, la préservation de l'environnement, pilier écologique, considéré comme une contrainte absolue. Outre le fait que le caractère figé d'un pilier est en contradiction avec la dynamique de changement qu'appellent les défis de la planète, on peut s'interroger sur le réalisme du développement durable tant ces trois objectifs sont apparemment inconciliables. On aura l'occasion de revenir sur cette apparente limite du développement durable.
L'approche en termes de prospective du présent ne manque pas de la mettre en exergue en constatant notamment la propension d'entreprises à ne retenir que les dimensions environnementales et économiques au détriment de la dimension sociale, et au-delà, les problèmes de gouvernance posés par l'implication d'une diversité d'acteurs. Outre les entreprises, les collectivités territoriales mais aussi les ONG et autres représentants de la société civile. Mais à trop souligner les limites de ce développement durable, on risque d'escamoter l'originalité d'une démarche qui, en semblant vouloir réconcilier l'inconciliable, ne prétend pas autre chose que prendre acte de la complexité du réel. En soulignant les interdépendances aussi bien dans l'espace, entre les territoires, que dans le temps, entre les phénomènes actuels et les tendances de longue durée ou entre les générations présentes et les générations futures, elle remet en question les oppositions binaires qui tendent à organiser les débats publics touchant au devenir de la planète. Or, c'est précisément, comme nous l'avons indiqué, l'une des finalités de la prospective du présent. En appelant une mobilisation au-delà des seuls acteurs interétatiques ou étatiques, le développement durable promeut par ailleurs une autre notion chère à la prospective du présent, celle d'intelligence collective. Il encourage également un renouvellement des formes de gouvernance, une thématique également centrale dans la démarche de la prospective du présent. Loin d'être réductible à un catalogue de solutions clés en main, comme pourrait le suggérer une lecture hâtive de l'Agenda 21, le développement durable pose au final plus sinon autant de questions qu'il apporte de réponses. C'est une autre affinité qu'il partage avec la prospective du présent, dont la vocation est d'aider à formuler de bonnes questions. Cependant, en mettant en évidence la dimension humaine du développement durable, la prospective du présent justifie un certain optimisme quant à la possibilité de le mettre en œuvre. Tout en soulignant les tensions internes à ce développement, elle donne à comprendre comment elles peuvent être relativisées par l'intériorisation de ces principes par les individus eux-mêmes. C'est du moins ce que suggère Jean-Baptiste de Foucault en écrivant « Plus l'action environnementale ou sociale est intériorisée dans les comportements, moins la compétition monétaire est forte, plus le social et l'environnement sont compatibles et même complémentaires. » Tout comme la prospective du présent, le développement durable prend donc la mesure de la complexité du monde et tout comme elle, il contribue à renouveler nos catégories de pensée dont celles de développement, mais aussi de gouvernement et de richesse, d'entreprise et de territoire, comme nous le verrons dans la dernière partie de cet ouvrage. 2-2 pour un développement durable partagé. Que le développement durable soit l'affaire de tous, pas seulement des gouvernements et des organisations internationales mais aussi des élus locaux, des responsables d'établissements publics, des chefs d'entreprise, des salariés, des actionnaires, sans oublier les ONG et les citoyens, est une idée désormais largement admise. On ne compte plus d'ailleurs les ouvrages qui s'emploient à faire connaître les enjeux de ce développement à des publics de plus en plus variés. Les citoyens confèrent les ouvrages de vulgarisation égrenant par exemple les gestes à accomplir au quotidien, les entreprises confèrent les ouvrages de management sur la responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, les enseignants et ou les jeunes confèrent les manuels et autres kits pédagogiques consacrés au développement durable, sans oublier les collectivités locales. Moins fréquente est la réflexion sur un développement partagé et les conditions de possibilité d'une coopération entre ces différents acteurs. C'est précisément l'approche privilégiée par la prospective du présent. Certes, la réflexion engagée dans le cadre des agendas 21 locaux sur lesquels on reviendra, y incline aussi en encourageant la mobilisation d'une pluralité d'acteurs autour d'objectifs communs. La notion même de gouvernance associée au développement durable y pousse également. Cependant, la prospective du présent va plus loin en envisageant cette mobilisation dans un processus de co-construction du diagnostic et des objectifs à partir de dispositifs de démocratie participative permettant la confrontation non seulement des intérêts, mais des savoirs aussi bien savants que profanes. Le caractère partagé du développement durable ne veut pas dire nécessairement recherche d'un consensus ou d'un...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.